À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, la notion de couple est mise à rude épreuve. Tant désirée par les célibataires endurcis, tant rejetée par ceux qui en ont subi, entre gros guillemets, les conséquences. Le couple, en ces années 20 du 21e siècle, n'est clairement pas une chose simple, et encore moins dans un monde aussi individualiste et ultra connecté que le nôtre. C'est exactement le paradoxe que le sociologue Gérard Néran identifie dès 2002 sous le nom d'individualisme relationnel. On veut se réaliser soi-même, s'épanouir pleinement, mais à travers une relation à l'autre. Ces deux logiques tirent dans des directions opposées, et c'est là que tout commence à se compliquer. Alors la question qui se pose, est-ce que le couple peut encore évoluer dans notre société? Ou bien est-il condamné à être perpétuellement reformulé, renégocié? Pendant des siècles, le couple n'était pas une affaire de cœur, loin de là. C'était avant tout un chaînon entre deux familles, deux patrimoines, deux lignages. On ne se mariait pas par amour, on se mariait pour des raisons économiques, sociales, religieuses. L'amour, s'il arrivait, était une heureuse coïncidence. La littérature de l'époque en témoigne crûment. Dans la comédie humaine de Balzac, les mariages sont des transactions commerciales déguisées en cérémonie. Son roman, Un contrat de mariage, montre deux familles qui négocient pendant des semaines les clauses d'une union, tandis que la future épouse est à peine consultée. Molière, un siècle plus tôt, s'en moquait déjà dans Le Malade imaginaire ou L'Avare. Les pères imposent leurs choix matrimoniaux à leurs enfants, et quiconque ose invoquer ses sentiments est traité de fou ou de naïf. Et dans la réalité, c'était tout aussi brutal. Marie-Antoinette est mariée à Louis XVI à 14 ans sans l'avoir jamais rencontré. L'union de ces deux personnages historiques mettait en avant une alliance diplomatique entre Versailles et Vienne. Napoléon, lui, répudie Joséphine, qu'il aimait profondément, parce qu'elle ne lui a pas donné d'héritier. La raison dynastique écrase ici le sentiment. À partir de la Révolution française, puis avec l'installation de la République, l'émancipation progressive des femmes et la généralisation de l'école, les choses commencent lentement à évoluer. De plus en plus de femmes accèdent à l'éducation, prennent la parole et trouvent leur place dans le dialogue conjugal. Peu à peu, l'échange entre époux s'impose comme une nouvelle norme. C'est une période que traverse pleinement Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu. L'amour y est partout, intense, parfois obsessionnel, souvent douloureux, mais il reste encore séparé du mariage. On aime ailleurs, on souffre ailleurs, tandis que le mariage répond à d'autres logiques. L'amour et le mariage restent séparés. On n'épouse pas forcément la personne qu'on aime. Dans ce contexte, George Sand incarne une véritable rupture. Mariée très jeune à un homme qu'elle n'aime pas, elle choisit de partir, vit des relations avec des figures comme Alfred de Musset ou Frédéric Chopin, et défend dans ses romans le droit des femmes à disposer de leur vie affective. Très critiquée à son époque, elle annonce pourtant avec une étonnante lucidité les transformations à venir. On arrive à un moment clé. Dans les années 1960, la pilule contraceptive se diffuse en France et devient accessible à toutes en 1967. Pour la première fois, avoir une vie sexuelle ne signifie plus forcément avoir des enfants. Autrement dit, le lien entre sexualité et procréation se brise. Et avec lui, l'une des grandes raisons historiques du mariage, organiser la reproduction et garantir la filiation, perd soudainement de son importance. Quelques années plus tard, en 1975, le divorce par consentement mutuel est légalisé. Vivre en union libre devient de plus en plus courant. Le mariage n'est plus un passage obligé, mais simplement une possibilité parmi d'autres. Dans ce nouveau contexte, rester ensemble repose avant tout sur l'amour, et non plus sur une contrainte sociale. Dès 1949, Simone de Beauvoir l'avait déjà formulé dans Le deuxième sexe. Tant que le mariage est une nécessité économique ou sociale pour les femmes, il ne peut pas être un choix libre. Un couple ne devient vraiment libre que si chacun peut partir. Ce qui était moins évident à l'époque, en revanche, ce sont les conséquences de cette liberté nouvelle. En faisant de l'amour la seule raison d'être ensemble, on a aussi fait de la disparition de l'amour la seule raison valable de se séparer. Le résultat est mécanique, les divorces explosent. Néran cite un taux autour de 50% en 2020. Là où nos arrière-grands-parents restaient ensemble par nécessité économique, religieuse ou sociale, nous nous séparons dès que le sentiment s'effrite. Aujourd'hui, on nous répète qu'il faut être indépendant, se réaliser pleinement, devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Mais en même temps, on attend du couple qu'il soit le lieu où tout ça se produit. On ne veut plus s'épanouir malgré la relation. On veut s'épanouir à travers elle. Et c'est là que quelque chose coince. On demande à l'autre de nous laisser totalement libres, tout en étant celui ou celle qui nous empêche d'être seuls. D'un côté, préserver notre individualité. De l'autre, combler notre besoin de lien. Ces deux attentes sont compliquées à concilier. Plus on attend de l'autre qu'il soutienne notre identité, plus la relation devient fragile, parce qu'elle repose presque uniquement sur le sentiment. Et le sentiment, par nature, n'est jamais aussi stable qu'on aimerait le croire. Le sociologue Gérard Néran appelle ça l'individualisme relationnel. Cette idée qu'on peut se réaliser soi-même, pleinement, mais à travers une relation à l'autre. Dans la même logique, Anthony Giddens parle de relation pure. Une relation qui ne tient que tant qu'elle apporte quelque chose aux deux individus, et qui peut être abandonnée dès que ce n'est plus le cas. Autrement dit, le couple moderne est devenu un projet individuel à deux. Le sociologue François de Singly résume ça très bien avec une formule. On veut être libre ensemble. On cherche dans le couple un moyen de s'affirmer en tant qu'individu tout en évitant la solitude. Mais forcément, ces deux objectifs finissent par entrer en collision. Parce qu'au fond, on a déplacé énormément de responsabilités sur l'individu. Être heureux, réussir sa vie, construire des relations épanouissantes, tout repose sur nous. Et le couple devient alors l'endroit où cette pression se concentre. L'autre est censé nous aider à tenir debout, à nous sentir bien, à donner du sens à tout ça. C'est énorme pour une seule personne. Cette tension, la littérature l'a très bien captée. Michel Houellebecq, dans Les particules élémentaires, met en scène deux demi-frères incapables de construire des relations durables dans une société obsédée par la liberté individuelle. Le roman est dur, parfois dérangeant, mais il met le doigt sur quelque chose de très vrai. Plus on est libre, plus on peut se retrouver seul. Et cette contradiction se retrouve jusque dans l'évolution du mariage. Pendant longtemps, le mariage était avant tout une institution sociale, parfois même intéressée. L'amour, lui, relevait d'un registre plus personnel, presque secondaire. Mais aujourd'hui, les deux se sont mêlés. On attend du mariage qu'il repose sur l'amour, et uniquement sur lui. Le problème, c'est que dès que le sentiment devient la base de l'engagement, celui-ci devient aussi plus fragile. Le mariage n'apparaît plus comme un cadre stable, mais comme quelque chose de réversible. Une relation qui tient tant que l'amour est là, et qui peut se défaire dès qu'il vacille. Il y a un autre paradoxe, plus discret, mais tout aussi important, celui de l'idéalisation. On n'aime pas seulement avec notre cœur, on aime aussi avec tout ce qu'on a absorbé sans s'en rendre compte. Films, séries, romans, publicités, tout nous raconte la même histoire. L'amour devrait être intense, évident, presque magique. Quelque chose de total. La sociologue Eva Illouz l'explique très bien dans Pourquoi l'amour fait mal. Selon elle, notre manière d'aimer est profondément façonnée par notre environnement culturel. On finit par attendre du couple quelque chose d'extraordinaire. Et forcément, quand la réalité arrive, plus lente, plus imparfaite, parfois même un peu banale, la déception est presque inévitable. On nous a mal appris l'amour. On nous a vendu le coup de foudre, la passion, l'âme sœur. Mais personne ne nous a vraiment appris que l'amour qui dure repose surtout sur autre chose. Du temps, des ajustements, une forme de patience, et surtout l'acceptation répétée des imperfections de l'autre. Ce n'est pas une idée nouvelle. Déjà, Roland Barthes, dans Fragments d'un discours amoureux, montrait à quel point le fait d'être amoureux repose sur des codes déjà présents dans la société. On ne tombe jamais amoureux dans le vide. On tombe amoureux avec des scripts en tête, souvent hérités de notre environnement. Et encore plus tôt, Stendhal avait mis des mots très précis sur ce mécanisme avec sa fameuse cristallisation. L'idée est simple. Quand on tombe amoureux, on ne voit pas vraiment l'autre tel qu'il est. On projette sur lui nos désirs, nos idéaux, nos fantasmes. On ajoute des cristaux partout. Sauf que ces cristaux ne sont pas l'autre, ils viennent de nous. Et quand ils tombent, ce n'est pas seulement la relation qui vacille, c'est toute l'illusion qui s'effondre. Gustave Flaubert l'avait déjà raconté de manière presque cruelle dans Madame Bovary. Emma rêve d'un amour absolu, romanesque, exactement comme dans les livres qu'elle a lus. Son mari, lui, l'aime sincèrement, mais d'une manière simple, imparfaite, réelle. Et ça ne suffit pas. L'écart entre l'idéal et la réalité devient insupportable. Jamais les ruptures n'ont été aussi nombreuses et jamais le couple n'a été autant valorisé. On en attend toujours plus, parfois même tout, en oubliant quelque chose d'essentiel. L'humain n'est pas une construction parfaite. Il est imparfait, changeant, parfois contradictoire.
Et pourtant, on en vient à avoir des exigences presque techniques, comme si l'on choisissait un objet censé cocher toutes les cases, comme si l'autre devait répondre à un cahier des charges précis. À ce moment-là, quelque chose bascule. L'amour s'efface doucement, remplacé par une logique plus froide, plus calculée, ce que la relation peut nous apporter. L'amour devient alors presque un produit. On teste, on compare, on ajuste, et on passe à autre chose dès que ça ne correspond plus. La sociologue Eva Illouz parle d'un capitalisme émotionnel pour décrire cette transformation. Une manière de dire que même nos liens les plus intimes finissent par être traversés par des logiques de performance, de choix et de consommation. Ce qui est intéressant, c'est que la société française a progressivement désinstitutionnalisé le couple. On a retiré, petit à petit, toutes les contraintes extérieures qui le maintenaient en place. La religion, la pression sociale, les dépendances économiques. Aujourd'hui, le cadre qui permettait au couple de faire couple a largement disparu. Et il reste maintenant un fil fragile qui remplace ses limites, le sentiment. Mais le problème, c'est que le sentiment, par nature, est altérable. Il évolue, il fluctue, il peut s'intensifier comme s'éteindre. Et pourtant, c'est désormais lui qui porte presque entièrement la relation. Ce qui rend la situation encore plus paradoxale, c'est que, en parallèle de cette libéralisation, l'exigence de fidélité n'a jamais été aussi forte. Comme le montrent à la fois Gérard Néran et Charlotte Levent, plus de 80% des Français considèrent aujourd'hui la fidélité comme essentielle à la réussite d'un couple. Un chiffre en hausse depuis les années 1980. Autrement dit, on a supprimé presque toutes les raisons pratiques, entre guillemets, d'être exclusif, mais on a renforcé en même temps l'attente émotionnelle qui y est liée. L'exclusivité n'est plus imposée, elle est exigée, mais sur une base beaucoup plus instable. Et quand on regarde les générations plus jeunes, le tableau devient encore plus nuancé. La sociologue Marie Bergström, dans La sexualité qui vient, montre que le couple est aujourd'hui en concurrence avec toute une gamme de relations plus flexibles. Sex friends, amitié plus, relations sans engagement. Mais ce qui est frappant, c'est que le modèle du couple n'est pas rejeté pour autant. Il reste très valorisé. Simplement, il arrive plus tard. Comme s'il y avait une phase d'exploration, d'expérimentation, avant d'éventuellement revenir vers une forme plus stable. Au fond, le flou dont parlent les sociologues ne détruit pas l'idéal du couple. Il le met en attente. Les jeunes testent, naviguent, expérimentent, mais l'idée d'une relation à deux, affective et durable, reste intacte, quelque part en arrière-plan. Lorsque le couple choisit, d'un commun accord, d'accueillir un nouvel être dans leur duo, ou lorsqu'un heureux hasard en décide autrement, il se trouve confronté à un nouveau bouleversement. Le pédopsychiatre Daniel Kuhn estime que l'enfant devient souvent l'objet d'amour qui comble le plus intensément le désir parental. Et à partir de là, un déséquilibre peut s'installer. D'un côté, il peut y avoir un surinvestissement de l'enfant, presque une forme de fusion. Toute l'attention, toute l'énergie, tout l'amour se concentre sur lui. De l'autre, sans qu'on s'en rende vraiment compte, le lien conjugal passe au second plan. Il ne disparaît pas forcément, mais il s'efface, il s'use, parfois jusqu'à devenir secondaire. Et d'un coup d'un seul, le couple peut se briser en ayant laissé le sentiment mourir avec. Dans une société qui valorise autant la réussite personnelle, l'enfant devient lui aussi un projet. Pas seulement un être à accompagner, mais parfois une forme de prolongement de soi. On projette sur lui des attentes, des espoirs, des volontés égoïstes. On voudrait qu'il réussisse, qu'il s'épanouisse, qu'il accomplisse parfois ce que nous n'avons pas pu faire. Et cette pression, au fond, ressemble beaucoup à celle qu'on exerce sur le couple. On attend beaucoup, peut-être trop. Que l'autre nous comble, que l'enfant nous accomplisse. Et dans les deux cas, cette intensité finit par fragiliser ce qu'elle cherchait justement à renforcer. Je fais ici une parenthèse pour souligner que les couples qui deviennent parents sont aujourd'hui plus isolés que ne l'étaient nos parents ou nos grands-parents. La charge et la fatigue reposent davantage sur le foyer lui-même, dans un fonctionnement plus en vase clos, où l'enfant est moins souvent confié à l'entourage. À l'inverse, dans d'autres sociétés, la solidarité collective permet de mieux répartir cette charge, de réduire la fatigue parentale et de favoriser la récupération de la mère. L'individualisation croissante ne fait qu'accentuer ce phénomène.
Pour la première fois dans l'histoire, la rencontre amoureuse s'est presque entièrement détachée de nos cercles habituels. On ne rencontre plus seulement des gens du monde réel, on rencontre des inconnus complets, sans contexte, sans médiation, parfois à 3 heures du matin, seul chez soi en pyjama pilou-pilou, en mangeant des chips au cheddar dont les miettes atterrissent dans les interstices du canapé, en scrollant des individus sur la base de leur physique. Or, pendant des siècles, les relations naissaient dans des cadres déjà structurés. Il y avait toujours un lien préalable, une forme de continuité. Amis, école, voisins, amis des parents. Aujourd'hui, celui-ci n'existe plus et trouver sa personne relève d'une lutte ou d'un combat éreintant. Certes, les rencontres sont plus nombreuses, le choix est bien plus grand, mais le problème réside aussi ici. Plus on a le choix et plus on passe de temps à comparer. Comme dans un rayon de supermarché. Cependant, sans illusion, on recherche une personne qui nous ressemble plus ou moins, avec les mêmes valeurs, le même niveau d'études, les mêmes références culturelles, même milieu social. De plus, malgré tout le discours sur l'égalité et la modernité, les dynamiques restent étonnamment familières. Les hommes prennent souvent l'initiative, les femmes filtrent davantage. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais les grandes tendances persistent. Les inégalités du monde hors ligne se retrouvent, presque intactes, dans ces nouveaux espaces numériques. Comme l'avait anticipé Sherry Turkle, la technologie nous donne accès à une infinité de connexions, sans pour autant garantir la profondeur du lien. On peut parler à plusieurs personnes, accumuler les matchs, multiplier les échanges, et pourtant ressentir une forme de solitude diffuse et une incompréhension du genre. Ainsi, des discours de généralisation du genre apparaissent. Les femmes sont toutes comme ça, les hommes sont tous comme ça. À cela, aujourd'hui, se rajoute l'intelligence artificielle. Des applications comme Replica proposent d'être ton compagnon IA, une relation artificielle qui remplace les connexions humaines et où certaines personnes nourrissent de véritables attachements émotionnels, voire obsessionnels. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'une relation, si l'autre ne ressent rien, mais donne parfaitement l'impression de comprendre? Parce qu'au fond, le basculement n'est peut-être pas seulement dans la manière de se rencontrer, il est dans la nature même du lien. Pendant longtemps, la relation impliquait une forme d'altérité irréductible. L'autre était différent, imprévisible, parfois difficile. Et c'est aussi ce qui faisait la richesse du lien. Aujourd'hui, on voit apparaître la possibilité d'une relation sans friction, sans conflit, presque sans risque. Une relation qui rassure, qui confirme, qui s'adapte parfaitement. Mais une relation qui, peut-être, nous prive aussi de ce qui fait le cœur du lien humain. La rencontre avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas tout à fait et avec qui il faut apprendre, justement, à composer. Face à toutes ces tensions, le couple ne disparaît pas. Il s'adapte, il se transforme. Il invente de nouvelles formes pour tenir, autrement. D'abord, il y a cette idée de succession des conjugalités. Le sociologue Serge Chaumier parlait déjà, à la fin des années 90, du passage d'un couple fusionnel à un couple fissionnel. Autrement dit, un couple qui n'est plus pensé comme définitif, mais comme une étape. Aujourd'hui, on parle moins de mariage que de trajectoires amoureuses. Plusieurs relations, vécues sincèrement, mais sans forcément être pensées pour durer toute une vie. Les travaux récents de Marie Bergström vont dans ce sens. Le modèle du couple n'est pas rejeté, il est simplement repoussé dans le temps. Il y a une phase d'exploration, plus libre, plus expérimentale. Une manière de vivre plusieurs histoires sans forcément les superposer. On reste fidèle, mais successivement. La pluralité ne disparaît pas, elle s'inscrit dans le temps. Certains ont trouvé une solution pour faire disparaître les inconvenus d'une vie en commun, vivre séparément. Ces couples, on les appelle les couples LAT, Living Apart Together. Ce ne sont pas des personnes qui fuient l'engagement. Au contraire, elles choisissent consciemment de préserver leur autonomie tout en maintenant un lien amoureux. 2 espaces, 2 rythmes, moins de friction quotidienne. Et parfois, paradoxalement, une relation qui dure plus longtemps parce qu'elle est moins usée par le quotidien. Selon le philosophe Alain de Botton, on nous a transmis une vision très idéalisée de l'amour, centrée sur la fusion. Mais dans la réalité, l'amour durable repose surtout sur des compromis, de la patience et une acceptation répétée des imperfections. La non-cohabitation, dans ce contexte, peut être vue comme une manière d'éviter le choc entre l'idéal romantique et la réalité du quotidien. D'autres vont encore plus loin en remettant en question l'exclusivité elle-même, l'échangisme, le polyamour. Ces pratiques restent minoritaires, mais elles ne sont pas anodines. La philosophe Manon Garcia interroge justement la manière dont les normes sexuelles évoluent, notamment sous l'impulsion des femmes.
Et tandis que les normes sexuelles évoluent, la sociologue Marie-Carmen Garcia pointe du doigt le fait que l'infidélité, loin de disparaître, se transforme. Elle devient plus discrète, plus organisée. Le polyamour, lui, se distingue parce qu'il ne cherche pas à contourner la règle, mais à la redéfinir. Aimer plusieurs personnes, ouvertement, avec le consentement de tous. Une tentative de répondre à une question devenue centrale. Si l'exclusivité n'est plus imposée, pourquoi devrait-elle rester la norme? Enfin, il y a une forme de couple dont on parle peu, mais qui est pourtant omniprésente, le couple parental. Même après une séparation, le lien ne disparaît pas, il se transforme. Les ex-conjoints restent liés longtemps, parfois toute leur vie, à travers l'enfant. Ces séparations sont de plus en plus encadrées, organisées, presque institutionnalisées. Médiateurs, accords de coparentalité, le couple amoureux se défait, mais une autre forme de couple persiste. Au fond, le lien ne disparaît pas, il se déplace. Ce n'est plus forcément l'amour qui unit, mais la parentalité. Comme si dans une société où tout peut se défaire, l'enfant devenait le dernier point d'ancrage, le dernier lien vraiment indissoluble. Penser que les tensions du couple se résolvent uniquement dans le huis clos du foyer relève sans doute d'une illusion. Pour une part croissante de la population, en particulier chez les plus jeunes, ces tensions se déplacent en ligne, où elles s'expriment de manière bien plus frontale, souvent sans nuance. Internet n'est plus seulement un lieu d'échange, mais un espace où la frustration amoureuse peut rapidement se transformer en terrain d'affrontement. D'un côté, on voit se structurer ce qu'on appelle la manosphère, un ensemble de communautés masculines qui proposent une lecture profondément conflictuelle des relations entre hommes et femmes. Autour de figures comme Andrew Tate ou Harrison Sullivan, certains évoquent un réveil, inspiré de la Red Pill, avec l'idée d'avoir percé une vérité cachée sur les rapports de genre. D'autres préfèrent se retirer du jeu, comme les MGTOW. Et à l'extrême, on trouve les incels, des hommes en grande détresse affective qui finissent par transformer leur solitude en idéologie. Ce qui frappe, au-delà de la radicalité de ces discours, c'est leur point de départ. Derrière la colère se cache souvent une souffrance réelle, un sentiment d'invisibilité, de solitude, l'impression d'être laissé de côté dans un monde où les relations semblent devenues plus compétitives, perçues par certains hommes comme un véritable marché qui leur serait défavorable. Le problème, c'est que cette douleur est fréquemment canalisée vers des explications simplistes, peu nuancées et fortement biaisées par l'expérience personnelle. Ni le système, ni les attentes individuelles ne sont véritablement interrogées. Il s'agit plutôt de désigner un responsable, et bien souvent, cela se cristallise rapidement sur les femmes. En miroir, des réponses féminines émergent également, révélant un malaise tout aussi profond. Certaines femmes adoptent des positions proches des femcelles, marquées par une défiance généralisée envers les hommes. Mais cette colère s'exprime différemment. Elle est plus souvent intériorisée, moins tournée vers l'extérieur et ne prend pas les mêmes formes de violence. Plus largement, les réponses féminines apparaissent moins homogènes. Elles vont du rejet pur et simple des relations hétérosexuelles à des formes plus nuancées de réappropriation. Le mouvement 4B, né en Corée du Sud, en est une illustration marquante. Il repose sur un refus radical du modèle traditionnel. Pas de couple, pas de sexe, pas de mariage, pas d'enfants. Il s'agit moins d'une hostilité envers les hommes que d'un retrait face à un système perçu comme déséquilibré, trop patriarcal, et laissant peu de place aux femmes. Ce qui est frappant, au fond, c'est que ces dynamiques ne sont pas symétriques, mais qu'elles répondent à une même tension. Le couple, qui semblait autrefois aller de soi, est devenu un espace de forte instabilité. Les attentes sont immenses, les repères beaucoup moins clairs, et chacun se retrouve à naviguer seul dans des normes parfois contradictoires. On assiste ainsi à une fragmentation du lien amoureux. Certains s'en retirent complètement, d'autres le rejettent, d'autres encore continuent d'y croire, mais sans vraiment savoir comment le faire fonctionner. Le couple n'est plus seulement une affaire privée. Il est devenu un lieu où se concentrent, presque à nu, les grandes tensions de notre époque, et certains et certaines ont trouvé une réponse qui consiste à sortir du jeu plutôt qu'à réviser l'idéal que l'on pouvait percevoir ou qu'on voulait bien nous raconter sur le couple. Et si vous aimez comprendre le monde, creuser les idées et nourrir votre esprit, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à résister.